Allez, mesdames et messieurs, on va pouvoir commencer notre conseil municipal. On va rejoindre sa place. Comment? Eh bien, bien sûr. Ah oui. Alors, avant de pouvoir commencer ensemble ce conseil municipal, on va laisser la parole à nos représentants du conseil municipal des enfants. Bonsoir à tous. Donc ce soir, les représentants du conseil municipal des enfants vont présenter l'arrêté sur les interdictions de fumer aux abords des écoles des Abrets en Dauphiné. Ils ont travaillé sur le sujet pendant plusieurs mois et c'est eux qui vont présenter cet arrêté pour que l'on puisse prendre une décision pour le voter. Donc je leur laisse la parole pour lire l'arrêté. Numéro 2023 G048. Objet, arrêté municipal portant interdiction de fumer. Le maire, vu la loi numéro 82-213 du 2 mars 1982, modifiée relative aux droits et libertés des régions, des départements et des communes. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-2.1 modifiés par la loi numéro 2014-1545 du 20 décembre 2014, article 11, L. 2542, L. 2542-4 et L. 2242-8. Vu le décret numéro 2015-768 du 29 juin 2015 relatif à l'interdiction de fumer dans les aires collectives de jeu, vu le code pénal article R610-5. Considérant qu'elle importe dès lors de règlement la consommation de tabac et en interdisant de fumer dans les lieux ci-dessous. Considérant qu'il convient de prendre des mesures pour garantir la sécurité des usagers et notamment des jeunes enfants qui fréquentent les lieux ci-dessous, devant les entrées et portails des écoles des Abrets en Dauphiné. Arrêtez. Les lieux ci-dessous sont des... Article 1. Les lieux ci-dessous sont des lieux considérés comme espaces sans tabac. Article 2. Il est interdit de fumer dans ces lieux à compter de l'opposition de la signalétique. Article 3. Cette interdiction sera rappelée aux usagers par la mise en place de panneaux de signalisation sur ces sites. Article 4. La police municipale sera chargée de l'exclusion du présent arrêté. Article 5. Ampliation du présent arrêté sera transmise à les concerne de son exécution. Monsieur le sous-préfet de la Tour du Pin fait à les Abrets en Dauphiné le 2 mai 2023. Merci. Alors, écoutez, merci beaucoup à nos jeunes conseillers municipaux. Avant de vous présenter cette délibération, je pense qu'on va approuver le compte-rendu de la séance précédente, Dominique. Et les pouvoirs. Il y a d'autres sujets? Non? Alors, approbation, vous restez là, les enfants. Alors, on va déjà repasser, excusez-moi, à l'approbation du compte-rendu de la séance précédente. Qui a des deux séances précédentes, excusez-moi. Qui a des
Remarque. Des questions à faire sur le compte-rendu de la séance précédente? Très bien. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Je vous remercie. Les pouvoirs, avec Philippe Thiebaud qui donne pouvoir à Benjamin Gastaldello, Jean-Marc Fugier qui donne pouvoir à Ludovic Leprêtre, et ainsi que Sandrine Sibu qui donne pouvoir à Loïc Cessillon. Je vous propose donc de délibérer et de modifier l'ordre du jour de ce conseil municipal et de pouvoir délibérer à cette proposition d'arrêté municipal que nous propose le conseil municipal des enfants, qui porte donc à interdire le fléau qu'est le tabac, n'est-ce pas? Le fléau qu'est la cigarette aux abords des écoles dans un périmètre prédéfini. Et ensuite, eh bien, charge à la police municipale et aux élus de faire respecter cet arrêté municipal. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Oui, moi j'en ai une. Quel est le périmètre exact? Alors oui, c'est une bonne question. Donc, pour le périmètre, il va être défini avec les services techniques et Jérôme Moucavia. Ils vont aller sur place pour voir chaque école, ce qui peut être mis en place. Donc ça se fera certainement sur fin juin. Donc ça sera nickel pour la rentrée. Moi aussi, j'ai une petite question. Est-ce que ça veut dire que les périmètres seront matérialisés sur aux abords des écoles? Cela sera certainement matérialisé par un marquage au sol. Eh bien, écoutez, pour ma part, je trouve ça très bien. On va pouvoir passer au vote. Alors, qui s'oppose à appliquer et à prendre ensemble cet arrêté ensemble pour l'interdiction de fumer dans les abords et périmètres scolaires? Qui s'abstient? Eh bien, donc, cet arrêté est approuvé. Merci à vous, les enfants. On peut vous applaudir bien fort, quand même. On vous applaudit bien fort donc, pour cette première participation, et je suis sûr qu'il y en aura beaucoup d'autres. Avec le temps, le conseil municipal des enfants, des jeunes, excusez-moi, va pouvoir nous apporter bien beaucoup d'idées et de choses qui peuvent paraître quelquefois évidentes aux yeux de certains et qui ne le sont pas pour les un peu plus âgés. Voilà, merci beaucoup à vous. On va pouvoir continuer avec notre ordre du jour et l'attribution du marché d'aménagement de la brasserie de Fitilieu. On laisse la parole à Didier Busson. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, marché de la future brasserie à Fitilieu. Donc, il y a eu 9 lots. Ces 9 lots, il y en a un qui n'a pas trouvé preneur, c'est menuiserie extérieure. Menuiserie extérieure, en fait, il faut modifier la porte d'entrée. Actuellement, elle s'ouvre à l'intérieur du local et il faudrait qu'elle s'ouvre à l'extérieur. Alors, le lot 1, c'est VRD, mais maçonnerie. Estimé à 15 100 €, la société Sauget a répondu pour 10 912 €, hors taxe. Le lot 2, menuiserie extérieure, a été estimé par l'architecte à 5 500 €, donc là, aucune offre. Le lot 3, menuiserie intérieure, une estimation de... Alors, voyons voir, menuiserie intérieure... J'ai dû louper une page. Menuiserie intérieure, ah oui. Menuiserie intérieure, une estimation à 15 100 €. Alors là, nous sommes en dessus l'estimation, 25 590 €. C'est la société Euroconfort Maintenance. À savoir qu'il y a très peu de personnes, d'entreprises qui ont répondu à cet appel d'offres, du fait que c'était un petit appel d'offres. Donc il y a très peu d'entreprises qui ont répondu. Le lot 4, plâtrerie, société DIC. Voyons voir l'estimation.
L'estimation était à 42 037 euros. La société DIC a répondu pour 35 165,73 euros. Chape, le lot 5 Chape, il n'y avait pas d'estimation parce que le lot Chape et le lot revêtement de sol au début étaient dans un seul et même lot. Il y a un chapiste qui a répondu pour 8 300 euros. Lot 7 revêtement de sol technico-Alpes second œuvre. Alors là, il y a une erreur, c'est pas 35 000 euros, c'est... Non, un peu plus. 25 586,10 euros. Alors, à savoir que ces deux lots avec les chapes étaient estimés à 38 223,13 euros et on arrive à 33 886,10 euros. Le lot 7, peinture, Euroconfort maintenance pour 4 464,60 euros hors taxe, une estimation de 4 755 euros. Donc nous sommes dans les clous. Le lot 8, Caron électricité pour 19 224 euros, une estimation de 28 150 euros. Et le lot 9, chauffage, ventilation, plomberie, une estimation de 56 000 euros. Et la société Gilet a répondu pour 57 209,90 euros. Ce qui nous fait, si on rajoute les 5 500 euros de menuiserie, d'estimation pour les menuiseries extérieures, à 191 951,13 euros hors taxe, 230 341,36 euros TTC, pour un budget voté de 250 000 euros. Bon, eh bien, écoutez, ça fait partie des bonnes surprises. Des bonnes surprises avec 20 000 euros d'estimation inférieure pour ce marché d'aménagement de la brasserie de Fitilieu qui vous avait déjà été présenté lors du vote du budget. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Quand c'est qu'on va aller boire le café? C'est ça? Le plus tôt possible. Bon, mais écoutez, en tout cas, ça n'a pas été forcément évident de pouvoir travailler là-dessus. Donc, on remercie l'adjoint aux finances et puis on remercie aussi Fred de Gaetano pour le travail qu'ils ont fait pour pouvoir récupérer l'ensemble des données et proposer un projet cohérent. Allez, on va passer au vote. Qui s'oppose à cette attribution et aux entreprises dont les lots de 1 à 9, qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 2023 E02, attribution du marché de travaux d'aménagement de la rue Victor Hugo. Je laisse la parole à Monsieur Chevalet. Bonsoir. Donc l'aménagement des travaux de la rue Victor Hugo, c'est essentiellement les abords des trottoirs de chaque côté de la rue, les glissières de sécurité et la piste cyclable. La voie centrale étant prise en charge par le département. 2 entreprises ont répondu. Un groupement Carré Eiffage et Fournier pour 498 163 euros. Et l'entreprise Cola pour 589 106 euros. Une différence de 90 000 euros. Donc si vous êtes d'accord, nous retiendrons le groupement Carré Eiffage Fournier. Alors il nous reste quelques éléments à pouvoir voir également dans ce marché. En tout cas, le gros du travail avait été, lui, déjà mis à la réflexion et proposé aux entreprises. Et donc avec cette tranche qui vous est proposée, au mieux disant 498 163,51 euros ou 589 106,70. On vous propose de retenir bien évidemment le moins disant. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 2023 E03, attribution du marché de voirie à bon de commande sur la période de 2023-2026. Et je laisse la parole à Franck Chevalet. Donc le marché précédent arrivant à terme au mois de juin,
il convenait de repasser à une attribution pour le marché de la bonne commande. Et seule une entreprise a répondu, enfin un groupement d'entreprises, FH Carré, qui a répondu pour ce marché à bonne commande de 200 000 euros, reconductible sur 3 années. Il s'agit quand même d'une augmentation de prix de 13% par rapport au précédent contrat. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de concurrence. La commission voirie avait souhaité continuer à travailler avec le marché à bon de commande. Je vous rappelle, c'est une mise financière de 200 000 euros qui est mise donc pour le travail à faire sur les chaussées, sur les trottoirs, sur tout revêtement concernant donc les voiries, puis également sur les réseaux, que l'on peut commander très rapidement sans passer par un marché spécifique auprès d'une entreprise retenue sur une durée. Donc ça facilite énormément le travail des élus, ça travaille également des responsables et directeurs pour quelque chose qui donne pour l'instant satisfaction. C'était historiquement avec la société Eiffage que cela avait été validé les années précédentes, et là sur un groupement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce marché à bon de commande? Qui s'oppose à cette attribution? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 2023 E04, validation de l'avant-projet d'enfouissement des réseaux Jules Ferry avec le TE38. Franck Chevalet et Hélène Pégou. Donc, il est proposé de supprimer les lignes électriques et téléphoniques aériennes dans la rue Jules Ferry et de procéder à son enfouissement avant de restructurer la voie supprimant l'enrobée en la transformant en voie piétonne ouverte. Le coût de l'opération d'enfouissement s'élève pour la basse tension à 89 000 euros et 60 000 euros pour la part communale, les télécoms 25 000 euros et 25 000 euros 118 pour la part communale, l'éclairage public 16 571 euros pour la part communale aussi. Sans compter la réfection de la voie après l'enfouissement des réseaux secs. Alors, comme vous pouvez le constater, la rue Jules Ferry, c'est donc la rue des écoles qui repart du parking à Éloi-Cuchet, rue Jean Janin jusqu'au collège. Beaucoup de travaux sont prévus aux abords de cette rue, avec dans un premier temps la MJC qui est en pleine réhabilitation, un parking qui avait été fait à l'arrière de la MJC, une petite placette qui était venue donc se dégager sur le devant de l'école des Dauphins, et puis bien évidemment la crèche qui va venir combler, on va dire, cet emplacement stratégique de la commune, ce lieu stratégique de la commune. À partir de là, bien évidemment, il fallait qu'on puisse avancer sur le projet de mobilité, sur le développement durable également, et sur la perméabilité des terrains, et puis l'aménagement tout simplement de ce coin de la commune. Un choix avait été fait par la commission scolaire, par le CME également, en décision avec le CME, me semble-t-il, de pouvoir désimperméabiliser ces rues, et donc notamment celle de rue Jules Ferry. Il convient, pour pouvoir terminer correctement l'aménagement, d'enfouir les réseaux secs. Je pense que toutes les personnes qui passent à l'intérieur, enfin sur cette rue, excusez-moi, se rendent compte qu'il y a énormément de fils qui pendent à droite et à gauche. Et finalement, ça nous permettra d'assainir tout cela, et puis de pouvoir repartir sur un projet avec un beau volet environnemental et puis un beau volet paysager également. Donc un coût de 100 000 euros pour la commune. Je vous rappelle que ce coût-là ne sera pas cette année, bien évidemment, il ne sera pas impacté cette année sur notre budget. Les travaux seront réalisés sans doute fin 2023, début 2024, ce qui nous permet de budgéter cela sur le prochain exercice. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette création de voies vertes plus largement, j'ai envie de dire, en tout cas cette désimperméabilisation des sols, dégoudronnage, aménagement, voilà, pour ce coin école, collège, crèche et également gymnase. Bon, écoutez, on pourra passer au vote. Qui s'oppose à cette validation d'avant-projet d'enfouissement des réseaux avec le TE38? Qui s'abstient? Je vous remercie. J'ai pas signé le compte rendu. Délibération
Suivante, excusez-moi, 2023 05, décision modificative numéro 1 du budget communal 2023. Je vais vous la présenter, Philippe Thiébaut n'étant pas disponible ce soir. Il se trouve que lors de la création de la commune nouvelle, à plusieurs titres, la commune des Abrais et la commune des Abrais en Dauphiné ont touché eh bien, 2 fois la même subvention. Alors, on l'a vu lors du mandat précédent, hein, avec quelques remboursements assez importants quelquefois à faire, parce que justement eh bien, les parts étaient reversées 2 fois à la commune, le temps que tout cela puisse s'organiser. Et cette fois-ci, on nous demande donc une annulation de titres sur l'exercice antérieur de 2016 de 27 500 €. Nous avions touché justement 2 fois la participation pour l'enfouissement des réseaux, notamment de la rue Victor Hugo. Délibération générique, hein, à un moment il y a eu un trop perçu, bah, évidemment c'est normal de rendre ce doublon. Donc voilà. Il nous faut donc une décision modificative pour valider et entériner cela. Est-ce qu'il y a des questions? Eh bien, on va pouvoir passer au vote. Qui s'oppose à cette DM numéro 1? Qui s'abstient? Merci. Garantie d'emprunt SDH sur le programme Evali Promotion. Alors, comme on peut le voir assez régulièrement, les promoteurs et notamment les bailleurs qui viennent racheter des morceaux d'immeubles, des parts d'immeubles en VFA, en vente en achèvement, en l'état futur achèvement de travaux, eh bien, nous demandent une garantie d'emprunt tout simplement, hein, pour les bâtiments qu'ils vont remettre en logement à la location. La part communale est à hauteur de 40%, la part intercommunale étant à hauteur de 60%. Il nous est demandé donc ce soir de délibérer sur 40%, sur un montant d'1 955 696 €, c'est-à-dire qu'il nous est demandé de garantir l'emprunt de la SDH à hauteur de 782 278,40 €. On insiste à la virgule près. Le programme SDH Evali Promotion, c'est celui qui se situe aujourd'hui dans la rue de l'Étendière, juste derrière, j'ai envie de dire pas vraiment derrière, mais enfin jouxtant la nouvelle gendarmerie. Alors, on a pu évoquer tout à l'heure en réunion d'adjoints eh bien le montant total, hein, je fais l'avocat du diable tout de suite, le montant total des garanties d'emprunt contractées par la commune aujourd'hui, on essaiera de vous faire le calcul pour le prochain, excusez-moi, conseil municipal, voilà, pour qu'on soit le plus clair possible. Pas de questions particulières? Allez, on va pouvoir y aller. Qui s'oppose à cette délibération 2023-06 sur la garantie d'emprunt que supporte la SDH pour le programme Evali Promotion? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération suivante, modification des conditions d'échange de terrain avec la SCCV abrésienne. Alors, on avait pu vous présenter lors du conseil municipal de février, si je me rappelle, février ou mars, excusez-moi, eh bien un gros travail qui avait été fait par la commission urbanisme, par l'adjoint Philippe Thiébaut, sur la potentialité de faire des transferts et des échanges de parcelles avec la SCCV abrésienne, qui aujourd'hui est propriétaire du terrain situé en haut de la rue Gambetta, dit ancien terrain de la maison de retraite, à côté de la maison dauphinoise. La commune se proposait d'acquérir un terrain en face du foyer d'accueil médicalisé et puis de porter un échange avec la SCCV abrésienne qui avait plutôt des facilités de topologie, on va dire, pour pouvoir construire eh bien, sur ce second terrain situé en face du foyer d'accueil médicalisé Jean Janin et qui aujourd'hui n'avait pas les moyens de pouvoir construire sur le terrain du haut de la rue Gambetta. Donc ça, c'était quelque chose qu'on vous avait présenté. On vous avait également présenté un modèle de compromis de vente, enfin un modèle de vente qui venait imposer à la SCCV abrésienne de construire dans un délai imparti. Et si ce n'était pas le cas, eh bien, en cascade, l'annulation des actes
allait tomber jusqu'à revenir finalement au propriétaire actuel du terrain qui allait devoir racheter le terrain. Voilà. Alors, l'intérêt pour la commune, c'était de se protéger et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rétention foncière. On voit trop d'endroits sur la commune où il y a des projets en cours, mais qui ne démarrent pas, qui n'avancent pas, et où ça reste finalement des lieux vierges de tout, alors qu'ils devraient avancer et devraient être urbanisés. Donc l'idée des élus, l'idée de la commission urbanisme, était de se protéger de cela, donc mettre en face des moyens coercitifs pour venir faire en sorte que le propriétaire, le promoteur, eh bien, ait tout intérêt à construire, parce que sinon, rapidement, il allait tout perdre. Bon, il se trouve qu'il y a d'autres moyens qui existent pour pouvoir mettre en place des contraintes. Et finalement, la commission urbanisme propose de modifier les conditions qui sont celles de dire, bah, écoutez, au bout de 4 ans, vous n'avez pas construit, donc tout retombe en cascade, vous récupérez votre terrain du haut de la rue Gambetta, ce qui serait très dommage pour la volonté politique de la commune, qui souhaitait, les élus souhaitaient pouvoir acquérir ce terrain dans les meilleures conditions pour pouvoir le dynamiser. Et donc, la SCCV, excusez-moi, Brésine, récupérerait ce terrain du haut de la rue Gambetta, et puis finalement le propriétaire en cascade récupérerait son terrain et rendrait l'argent sur lequel il a été consenti. La deuxième option, c'est de venir imposer un délai, toujours au promoteur, et puis de venir lui appliquer des pénalités forfaitaires de retard par jour. Si le chantier donc, de la résidence senior, parce que pour le coup c'est de cela qu'on parle, n'a pas débuté avant le 1er janvier 2025, ainsi que d'une pénalité de X euros par jour de retard si le chantier n'est pas achevé au 31 décembre 2028. Alors, on a mis des X dans le projet de délibération, on vous propose 100 euros, je crois, par jour de retard. Hein. Tout cela est fait pour s'assurer que la promotion que le promoteur va faire et va réaliser son projet. Excusez-moi. On peut être assez serein sur ce projet-là parce que de toute façon le promoteur aujourd'hui pousse justement pour pouvoir démarrer le plus vite possible. Mais enfin voilà, pour pouvoir pallier à toute problématique et à toute future déception, eh bien, il convient quand même de venir mettre en place eh bien, une situation qui va favoriser l'essor de ce terrain. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que je viens d'essayer d'expliquer avec mes mots à moi? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, bah, c'est que je suis très clair, alors c'est parfait, Benjamin. Allez, qui s'oppose à cette modification des conditions d'échange de terrain avec la SCCV abrésienne? Qui s'abstient? Merci à vous. Délibération 2023 E08, vente de la maison rue Jules Ferry. On laisse la parole à Frédéric. Pas spécialement? Pas spécialement. Alors, la commune est aujourd'hui propriétaire d'une maison située juste à côté, la maison qu'on appelait Fouilleux. Non? C'est celle-ci, Fouilleux? Hein? Non? Richer, excusez-moi, je confonds les deux. La maison Richer, donc, qui jouxte la cantine de l'école Tabarly et Dauphin, enfin la cantine de place Jules Ferry, enfin rue Jules Ferry, excusez-moi. Pendant longtemps, un projet avait été porté de pouvoir réhabiliter la cantine actuelle, l'agrandir et de proposer diverses choses, de proposer également, pourquoi pas, appartements ou salle de réunion à l'étage. Il se trouve qu'avec l'arrêté et la vision qu'ont eu les élus de cette mandature de rénover l'école Tazieff, de figer l'école Tazieff, donc dans la rue Léo Lagrange, eh bien, plus forcément besoin d'agrandir l'espace de réception des enfants sur la cantine Tabarly, même plus besoin du tout, il y a d'autres choses sans doute à faire, mais en tout cas, pas le fait d'agrandir la salle de restauration qui aujourd'hui comporte 2 services et qui a largement un levier pour accueillir encore plus d'enfants. Cette maison, avec les nouvelles directives nationales, la nouvelle volonté politique nationale, eh bien, se retrouve dans un classement énergétique catastrophique, donc n'est pas louable en l'état. Il faut refaire de gros travaux, des travaux lourds qui nous semblent être peu adaptés, en tout cas pour la commune. Voilà, pas une opportunité incroyable de réhabiliter ce bien qui aujourd'hui est mitoyen, et il y a peut-être plutôt vocation à pouvoir eh bien, le vendre à une tierce personne ou à un acheteur potentiel qui va eh bien, vouloir lui réhabiliter les travaux.
Alors, l'avis de France Domaine en date du 16 mai 2023, donc évaluait la valeur vénale de ce bien à hauteur de 130 000 €, avec une marge d'appréciation de plus ou moins 10%. Il se trouve que plusieurs visites ont été faites et le prix a été proposé, le mieux disant, a été proposé à 117 000 €, ce qui veut dire 10% de moins, ni plus ni moins que l'estimation de France Domaine. Cela veut dire qu'on est dans les clous très clairement. On aurait aimé, on aurait espéré le vendre plus. On était parti sur une estimation de 150 000 €. Force est de constater, c'était tout simplement le reliquat de ce qu'avait coûté la maison lors du mandat précédent. La maison plus le terrain avait dû coûter aux alentours des 227 000 €, me semble-t-il. Si on enlève la quote-part du terrain qu'on a pu vendre et aujourd'hui, eh bien, le reliquat de la maison, ça aurait fait aux alentours des 140 ou 150 000 €. Force est de constater donc qu'on n'a pas eu du tout de propositions à cette hauteur-là, et que la seule proposition qui nous a été faite par les consorts Sultan, monsieur et monsieur Sultan, eh bien, est 117 000 €. La commission finance a proposé de vendre ce bien sur les bases de 117 000 €, donc de 10% de moins, merci madame, de 10% de moins que la valeur estimée par France Domaine. Il y a des questions? C'est de l'eau. Tout se perd. Pas de questions par rapport à la vente de cette maison. Voilà, on a essayé d'être le plus clair possible. Clairement, c'est pas voilà, on aurait préféré vraiment le vendre plus cher. Il se trouve qu'il y a quand même des difficultés. C'est un bien qui a été aussi abîmé parce qu'il a fallu faire des sondages à l'époque dedans, qui a reçu pas mal de trous à droite, à gauche. On se demande même comment. Et au final, eh bien, voilà, les offres étant ce qu'elles sont sur le marché aujourd'hui, ça reviendrait donc à 117 000 €. En sachant que le projet qui était mis en place revenait aux alentours des 500 000 € pour l'extension de la cantine, extension de 30 places supplémentaires, avec l'agrandissement des sanitaires. 500 000 €. Voilà. Donc, à un moment, un choix a été fait de pouvoir, comme on le disait, donc redynamiser du côté de Tazief, réhabiliter complètement Tazief, et de pouvoir économiser des réhabilitations à d'autres endroits. Qui s'oppose à la vente de cette maison rue Jules Ferry? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération du numéro 2023-E09 de la vente de terrain rue Stendhal. Alors, vente de terrain rue Stendhal, là, c'est un sujet qui a pu animer la commune. Excusez-moi, avec un terrain qui fait 2787 m². Je pense que tout le monde voit où il est aujourd'hui, le terrain rue Stendhal. Alors évidemment, les riverains du lotissement du Guillet, eux qui avaient pu jouir de ce terrain pendant de nombreuses années, n'ont pas vu de gaieté de cœur forcément la vente de cet espace vert. La volonté municipale, elle était en aucun cas de pouvoir mettre un immeuble, de dévisager le quartier. Elle était simplement de se dire c'est un espace où aujourd'hui il n'y a pas grand monde, il faut être clair, et ça je crois qu'une bonne partie des riverains l'ont mis également en évidence. Il n'y a pas grand monde dessus, il n'y a pas beaucoup de choses à ménager, et à partir de là, eh bien, il serait peut-être intéressant de diviser ce terrain pour que de nouveaux habitants viennent pouvoir jouir d'un bout de terre et construire une villa dans un quartier qui est plutôt très apprécié, très appréciable, mais qui également eh bien, mérite quelques réhabilitations au niveau de ses voiries. De fait, la volonté des élus a été de vendre ce terrain. Plusieurs sociétés se sont proposées, présentées. Il y a eu un terrain d'entente avec deux sociétés, donc je vous disais, la société Maille Immo, qui souhaite diviser le terrain en 4 lots à bâtir pour construire 4 maisons individuelles en R+1, d'aspect similaire, mais avec une organisation différente. Le prix du foncier proposé s'élevait à 230 000 €. Et puis Monsieur Camp, habitant du quartier, qui diviserait le terrain en 3 lots à bâtir d'environ 800 m², chacun pour construire 2 maisons individuelles de plein pied au sud et une maison en R+1 au nord, afin de s'adapter à la pente. Il conservera un espace ouvert au public au carrefour de la rue Stendhal, des rues Stendhal et Camus, excusez-moi. Le prix du foncier proposé est également à hauteur de 230 000 €. Alors, bien évidemment,
bonne entente avec les voisins, les riverains et les habitants de ce quartier qu'on a pu rencontrer à 2 reprises. Tous se sont dirigés vers le choix du projet le moins dense. Et puis notamment de M. Camp, qui, riverain de ce lotissement, se proposait de travailler sur ce projet. Le riverain le plus proche en plus, pour le coup, voisin le plus proche de ce terrain, qui se proposait de travailler sur le sujet et de venir faire 3 lots à bâtir plutôt que 4, et notamment du plein pied plutôt que du R1, à part au nord où en effet, vu la pente, il serait un peu dommage de ne pas venir créer du R1. Les offres d'achat étant toutes les deux de 230 000 €, je pense que la commission a fait le bon choix de vous proposer ce soir de valider le projet de M. Camp pour acheter ce terrain. Est-ce qu'il y a des questions? Alors on a rencontré plusieurs fois les riverains. Clairement, la première réunion, et je les comprends, des personnes qui n'étaient pas pour du tout, que cet espace vert demain devienne de l'habitation privée. Il y a eu une entente et une proposition de se dire qu'il fallait qu'il y ait un espace commun, un espace de rencontre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a juste des cailloux, d'ailleurs c'est comme ça qu'on l'appelait quand on était petit, les cailloux, et donc demain potentiellement un terrain de boule ou autre aménagement urbain qui pourrait permettre que les gens puissent se retrouver et se réunir. Ça a bien été pris en compte dans les projets, autant de M. Camp que de Maïmo, et cela pour satisfaire et essayer de coller au mieux à la volonté des riverains. Allez, qui s'oppose à la vente de ce terrain rue Stendhal à M. Camp? Qui s'abstient? Merci. Délibération 2023 E10, réitération par acte notarié de la convention de servitude signée avec Enedis. Alors, comme vous le savez, régulièrement, excusez-moi, il convient bien de céder par acte notarié des servitudes avec Enedis pour constituer les droits réels nécessaires aux besoins de la distribution électrique publique et d'électricité sur la parcelle suivante appartenant à la commune des Abrans-Dauphiné, la section 1M, parcelle numéro 204, moyennant une indemnité de 54 €. Cette convention prévoit une réitération par acte notarié et pour des questions de commodité, il est proposé une représentation du maire par procuration de ce dernier, si après mandant au profit de tout collaborateur de l'office de maître Antoine Rodriguez, connaissant, notaire à Annecy, 4 route des Vinières, si après mandataire, à l'effet de signer tout acte contenant convention de servitude mise à disposition, créant des droits réels pour les besoins de la distribution publique d'électricité au profit de la société dénommée Enedis. Voilà, donc des libérations génériques pour pouvoir autoriser les servitudes de passage pour Enedis ou les concessionnaires réseau. Des questions? Voilà, immeuble de la Comtessière, on est d'accord, propriété communale, des logements en cours de rénovation. Il va bien falloir qu'on les alimente et qu'on les renforce électriquement. Qui s'oppose à cette délibération numéro 2023 E10? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 2023 E11, convention de PUP, chemin du Perret. Alors, je vous lis la présentation et puis ensuite on pourra refaire un point plus en détail si vous le souhaitez. La société Vivrimo projette de créer un lotissement de 4 lots sur la commune des Abrans-Dauphiné sur un terrain situé chemin du Perret. 2 déclarations préalables pour division foncière ont été déposées, à laquelle la commune a fait opposition compte tenu de l'insuffisante desserte du projet par les réseaux publics de distribution d'électricité ainsi que d'eau potable. Afin de mener à bien son projet, l'aménageur propose, dans le cadre d'une convention de projet urbain partenarial dit PUP, de prendre à sa charge le coût des équipements publics à réaliser qui seront exclusivement destinés à répondre aux besoins des futurs habitants du lotissement. Je dis bien exclusivement destinés à répondre aux besoins des futurs habitants du lotissement. En effet, l'article L332-11-3 du Code de l'urbanisme prévoit notamment que dans les zones urbaines et les zones urbanisées délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L332-15, une convention de projet urbain partenarial
prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclu entre les propriétaires des terrains, les aménageurs et les constructeurs. Ainsi, le PUP est un contrat librement négocié entre la collectivité compétente en urbanisme et un opérateur pour financer les équipements publics nécessaires à une opération d'aménagement. La convention de PUP fixe toutes les modalités de participation au financement des équipements publics, notamment les montants et les délais de paiement. L'application d'un PUP exonère de fait de la part communale de la taxe d'aménagement pour une durée maximale de 10 ans, fixée dans la convention de PUP. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la signature de cette convention de PUP par laquelle la société Vivrimo s'engage à verser à la commune le coût total des travaux nécessaires à la desserte du lotissement par le réseau de distribution électrique ainsi que d'eau potable. Ce coût s'élève à la somme de 72 180 € hors taxe pour les travaux d'électricité, avis d'Enedis, voir l'avis d'Enedis du 28 septembre 22, et à 14 892,28 € hors taxe pour les travaux du réseau d'eau potable, avis du syndicat des eaux du 3 mai 2023. Les pièces jointes, la vue aérienne, le projet de lotissement de la société Vivrimo, ainsi que la convention de PUP. Voilà. La commune dispose aujourd'hui d'un PLU qui émet certaines parcelles constructibles, ce qui semble normal, et puis notamment des parcelles qui aujourd'hui ne disposent pas de réseau d'eau, d'électricité suffisant. Donc à partir de là, évidemment, si nous devions pour un projet privé venir mettre 100 000 €, il serait vraiment compliqué pour la commune de boucler ses budgets, et il existe des outils. Ce projet urbain partenarial en est un. Le promoteur qui va réaliser l'opération se propose, et en tout cas nous lui proposons, surtout nous communes, de prendre à sa charge les frais. Nous payons et il nous rembourse dans la foulée le montant des travaux d'électricité ainsi que le réseau d'eau. Il n'y a pas d'assainissement parce que là-bas on a un assainissement non collectif. Il propose de limiter également la durée de l'exonération de la taxe d'aménagement pour les 4 lots concernés par l'opération à 3 ans. Et enfin, proposer à l'opérateur paie sa participation à la commune dans un délai maximum de 3 mois qui suit le paiement par la commune des frais liés à la réalisation de ces équipements. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des choses qui ne sont pas claires, des choses qui sont claires sur bon, ça peut sembler simple, comme ça finalement, hein. Voilà, c'est simple, hein. On fait des réseaux, on y rétrocède à l'habitant, au promoteur, au porteur de projet, à qui on veut. Mais ça nous a quand même pris un bon moment pour arriver à mettre en place ce projet urbain partenarial. Et il a fallu pas mal de pièces pour qu'on puisse aménager, en tout cas proposer aux promoteurs d'aménager ces 4 lots qui sont plutôt d'ailleurs bien situés sur la commune, hein, forcément des jolis terrains. Pas de questions, on va pouvoir passer au vote. Je vous propose donc de signer cette convention de PUP, moi en tant que maire et également président de la commission d'urbanisme avec Philippe Thiebaud. Qui s'oppose à cette convention de PUP au chemin du Perret avec la société Vivrimo? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération votée. Délibération suivante, 2023 E12, instauration de la taxe locale sur la publicité extérieure. Alors, on avait pu en parler il y a quelque temps, très brièvement. Dans une question de délai de temporalité, il convenait de nommer un cabinet, si on souhaitait imposer les publicités pour l'année 2024, il convenait de mandater un cabinet qui allait rapidement pouvoir nous faire les études de ce qu'allait pouvoir impacter, de ce qu'allait impacter cette taxe sur la publicité, donc notamment les commerçants, les artisans qui aujourd'hui disposent de panneaux sur la commune. Alors il y a plusieurs types d'exonération, hein, dans un premier temps, avec 7 mètres carrés, 12 mètres carrés. En pièces jointes, vous avez le rapport établi, hein, on leur a transmis le rapport établi. Voilà. Si on veut appliquer cette taxe en 2024, il convient de délibérer ce soir, maintenant, tout de suite. Je pense que clairement, il faut qu'on puisse déjà, avant de pouvoir appliquer cette taxe, en parler
avec l'ensemble des acteurs. Alors déjà les élus concernés, les commissions. Bon, ce soir, c'est bien une réunion d'élus, n'est-ce pas? Mais également avec bien les acteurs économiques du territoire et bien expliquer le pourquoi du comment on en viendrait potentiellement à venir créer cette taxe qui, comme vous avez pu le constater sur le rapport, eh bien, rapporterait entre 80 et 110 000 euros. Voilà, 80 000 euros pour le minimum et 110 000 euros pour le maximum à la commune. Voilà. Donc, on a pu en discuter tout à l'heure en réunion d'adjoints où on a quasiment été unanime sur le fait de dire qu'il ne nécessitera pas de voter ce soir cette instauration de cette taxe. Nous ne pourrons donc la mettre en place en 2024. Nous reportons cette décision à l'année prochaine pour potentiellement la mettre en place en 2025. Je pense que cette taxe peut être potentiellement juste, et on le voit d'ailleurs au niveau des recettes et des chiffres qui sont ceux mis en place pour notamment les commerçants de centre-ville, qui vont être les plus fragiles, sans dénigrer bien évidemment, mais en tout cas les plus fragiles, et qui ont besoin d'aide. Mais finalement, l'aide, c'est une question en effet de non-taxe, mais c'est aussi une question d'aménagement. Et si demain, la commune utilise à bon escient ces euros pour pouvoir développer l'offre commerciale, pour pouvoir continuer à aménager de l'espace de parking, pouvoir continuer à aménager de l'espace commun, à pouvoir continuer à embellir la commune, à embellir les vitrines, eh bien, je ne connais pas de commerçant qui serait contre payer 200, 300 ou 400 euros par an, si tant est que la commune mette des moyens en face pour que le commerce soit attrayant. Voilà. Appuie sur le bouton. Quand on regarde les prix quand même, il y a des prix pour des petites boutiques qui sont élevés quand même. Il y a quelques boutiques, et sans vouloir faire du cas par cas, en effet, il y a quelques boutiques qui ont une façade, une longue et grande façade, et qui se retrouvent en effet taxées de façon importante. Après, il faut aussi, je ne sais pas si je vais me faire taper sur les doigts quand je dis ça, mais en tout cas, peut-être que ces boutiques-là, elles ne sont pas beaucoup, elles doivent être 2, je crois, sur la commune. Peut-être que ces boutiques-là ont vocation à réduire simplement l'affichage, parce que on parle d'affichage, on parle pas de longueur de devanture, on parle pas de longueur de façade, on parle d'affichage publicitaire. À un moment, voilà, il y a peut-être aussi un raisonnement à avoir en se disant j'utilise pas l'ensemble du linéaire pour pouvoir avoir une taxe amoindrie et en effet ne pas aller vers 1 000 euros. Si maintenant c'est un choix de pouvoir rester sur ce linéaire complet et qu'on estime que ça nous aide à vendre, à partir de là, on assume tout simplement notre plan de communication et on paie ces 1 000 euros. Hein, quand on va, alors je vais prendre des différences un peu peut-être, voilà, raison, pas comparaison comme on dit, mais quand on va financer un jeu de maillot, quand on va prendre un encart publicitaire, un jeu de maillot pour une équipe de foot, quand on va prendre un encart publicitaire pour la braderie des Abrets, de Pont-de-Beauvoisin ou ailleurs, eh bien ça nous coûte 80, ça nous coûte 100 euros. Quand on prend notre adhésion aux commerçants de la commune, ce qui me semble être le b.a.-ba de l'activité commerciale, ça nous coûte 100 euros, ce qui est normal. C'est pour mener des bonnes actions. Si demain, la taxe locale sur les publicités nous coûte 400 euros, mais qu'en face, on a une réelle politique pour l'aménagement commercial, ça me semble cohérent. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à se réunir, à se mettre autour d'une table et puis en discuter, de trouver comment on peut mettre en route cette politique, en sachant qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je vous rappelle, agrandissement de toutes les surfaces de restaurants et de bars, enfin quasiment toutes, je crois qu'il n'y a que 2 établissements qui n'ont pas vu leur surface augmenter. Une amélioration qualitative, et je ne pense pas me tromper en disant ça, notamment au niveau des massifs, au niveau du fleurissement, au niveau peut-être de la propreté du centre, où il y a une attention toute particulière qui est menée. La remise en place du marché en centre-ville, ce qui a été quelque chose de très attendu par les commerçants, la création de parking, l'acquisition de la maison frigo derrière et la création d'un parking qui coûte aussi de l'argent. Tout cela, c'est pour pouvoir faire en sorte que le centre reste dynamique. Et tout cela, à un moment, ça coûte de l'argent et il faut le financer. Donc, il y a de la recette à potentiellement trouver ou pas.
et ce sera tout l'objet du débat de l'année prochaine. Rien de dogmatique là-dessus. Pas forcément oui, pas forcément non. Il était nécessaire de faire cette étude avant le mois de juillet, donc de vous la présenter ce soir, potentiellement de la mettre au vote. Je vous propose ce soir de ne pas prendre cette délibération. Je vous demande de vraiment étudier le document, de pouvoir envisager comment on peut améliorer aujourd'hui l'attractivité de la commune, l'attractivité commerçante de la commune, en lien avec les commerçants, avec pourquoi pas une fiscalité dédiée. Et puis, tout au long de l'année, des réunions seront organisées par Daniel Monnier-Carus ainsi que les commerçants pour pouvoir discuter avec eux. Alors quand je parle de commerçants, ce n'est pas que les commerçants du centre, hein, parce qu'on se rend compte également qu'il y a des commerçants qui sont hors centre-ville et qui sont impactés, et quelquefois plus durement même, mais également de l'industrie, de la vente aux professionnels ou d'autres activités. Donc voilà, tout cela est à réfléchir et est à travailler. Je vous propose donc d'annuler cette délibération. Qui s'oppose à l'annulation de cette délibération 2023-E12? Qui s'abstient? Merci à vous. Délibération 2023-E13, convention pour la mission d'inspection des risques professionnels avec le centre de gestion 38. La commune d'Abran-Dauphiné a signé une convention avec le CDG 38, donc centre de gestion de l'Isère, pour la mission d'inspection en hygiène et sécurité au travail en février 2017. Cette convention définit les conditions techniques et financières de la mise à disposition d'un ingénieur en prévention des risques professionnels. Cet ingénieur est mis à disposition par le centre de gestion en qualité d'agent chargé de la fonction d'inspection, ACFI, mission obligatoire des employeurs. À ce titre, l'ACFI donc, contrôle les conditions d'application des règles définies dans le décret 85-603 du 10 juin 85, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive, ainsi que les règles définies dans les parties santé et sécurité du Code du travail. Propose également à la collectivité toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. Au regard de ces récentes évolutions réglementaires, notamment avec la mise en place des comités sociaux territoriaux, dits les CST, il convient de signer une nouvelle convention pour la mission d'inspection. En cas d'intervention, le coût de la prestation est de 712 € pour la visite sur site d'une demi-journée et la rédaction des rapports et des préconisations correspondantes. Vous avez en PJ, comme vous avez pu tous la lire, le projet de convention, n'est-ce pas ? Des points donc réglementaires, évidemment. Nous avons mis en place un CST à la commune avec des agents donc élus, qui ont été élus il y a de cela 3 mois, qui ont pu commencer à travailler, à faire leur première réunion pour des propositions d'amélioration du cadre du travail et puis de la sécurité également, indépendamment du vote que l'on va prendre ensemble pour la mission d'inspection des risques professionnels. Qui s'oppose à cette délibération 2023-E13? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 2023-E14, délégation de signature pour la convention des classes Ulysse ou CLIS ou autres. Hélène Pégou. Notre commune ne disposant pas d'une structure Ulysse, alors c'est plus les CLIS depuis septembre 2015. Quoi ? Les enfants qui nécessitent un accompagnement spécialisé sont donc orientés vers d'autres communes. Donc, dans le secteur, on a Host, Saint-Victor-de-Cessieux, La Tour-du-Pin, Pont-de-Beauvoisin. Et donc, les communes qui ont en charge l'organisation de ces classes, tout logiquement, sollicitent les communes d'origine des élèves pour qu'ils participent aux frais de fonctionnement. Et chaque fois, une convention doit être signée. Donc, le but de la délibération, c'est d'autoriser Monsieur le maire à signer ces conventions sans que ça passe forcément en conseil municipal. Des questions? Qui s'oppose à cette délégation de signature pour la convention de classe Ulysse ou CLIS ou autre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 2023 E15, convention du référent déontologie avec le centre de gestion 38.
Le CDG 38 propose un service permettant à tout élu local de consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte de l'élu local. Il est donc proposé de signer la convention jointe. À ce jour, cette prestation nouvelle ne donne pas lieu à facturation. Un tarif pourra toutefois être appliqué si le nombre de saisines devient trop important. Donc je vous rappelle qu'en tout début de mandat, on signe la charte de l'élu local, qu'à partir de là, il y a des choses portant donc au respect de notre fonction et à la déontologie qui est liée. Et s'il y a des moments plus compliqués, plus durs, où justement on a besoin d'un accompagnement sur les décisions que l'on prend, le centre de gestion se propose de nous mettre quelqu'un en place, un déontologue, qui sera chargé de nous apporter tout conseil utile, au respect des principes, bien évidemment, de l'élu local. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 2023 E16. Convention de stérilisation des chats errants. Et nous allons demander à Frédéric de Gaetano de nous présenter cette convention de stérilisation des chats errants. Alors, texte concernant le nourrissage des chats errants. Pour les chats libres, le suivi par le nourrissage est prévu dans la loi de 1999 qui a institué ce statut révisé en avril 2014. Les chats libres, errants et reconnus animal domestique par le Code rural de la pêche maritime. À savoir que ce n'est pas un poisson, le chat. Le fait de priver de nourriture et d'abreuvement un animal domestique est reconnu cruauté passive, conformément à l'article R214-17 du Code rural. Le chat errant est reconnu animal domestique par l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale, auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du 4e article L214.6 du Code rural et de la pêche maritime. Donc, je m'excuse pour la dernière fois. Non, tu veux que je continue totalement? De plus, le fait de nourrir les chats sans famille a deux autres avantages. Il évite l'éventration des poubelles, de l'intrusion chez les gens, car affamés et en quête de nourriture, c'est ce que font les chats. Il maintient les chats dans un état sanitaire satisfaisant dont réduit les risques sanitaires, car des animaux affaiblis par manque de nourriture et d'eau vont inévitablement déclarer et propager des maladies. Il risque de plus de se blesser. Il reviendra au maire, dans ce cas, de les prendre en charge. Article R 214-17 du Code rural. Voilà. Parfait. Et donc, pour la convention de stérilisation donc, des chats errants, pour que ces chats on puisse limiter la prolifération et qu'il y ait une réelle prise en charge, je pense notamment à certains lieux de la commune, comme on avait pu en discuter, qui sont pris d'assaut. Il convient de prendre une convention avec la SACPA. Deux propositions ont été formulées par SACPA et 30 millions d'amis. Le matériel de capture est mis à disposition donc, par la SACPA, 30 millions d'amis n'aidant pas à la capture. Les interventions des vétérinaires porteront sur un puçage des chats et une stérilisation des mâles et des femelles. La participation de 30 millions d'amis est de 50% de l'intervention du vétérinaire, dans la limite de 100 €
pour les femelles et 80% excusez-moi, pour les mâles. La commune prend en charge le dépassement éventuel d'honoraires. La SACPA, le tarif de 100 € pour les mâles et 125 € pour les femelles est donc moins intéressant. Il convient donc aujourd'hui, excusez-moi, de délibérer pour la signature d'une convention pour la capture et la stérilisation des chats errants sur la commune, et donc donner lecture des termes de la convention, comme nous l'avons dit, avec 30 millions d'amis. C'est ça? Oui. C'est bien avec 30 millions d'amis que nous signerons cette convention. Est-il des questions? Eh bien, dès que la convention sera signée, on peut la signer. Chachinier, nous pourrons commencer la stérilisation et le puçage des chats, si tant est qu'on arrive à errants. Attention, les chats errants. Errants, vraiment. Voilà. Ouais, c'est pas le mot. Très bien. Qui s'oppose à cette délibération qui me semble était attendue quand même par une partie des habitants qui rencontrent des problèmes avec ces chats, hein, parce que il faut reconnaître que, bah oui, justement, si on se doit de porter assistance, eh ben, à un moment, il faut aussi qu'on puisse avoir en face des solutions portées par la collectivité, les associations ou autres. Et cette convention a vocation, justement, à apporter des solutions à ces personnes et à la commune. Qui s'oppose donc à cette convention de stérilisation des chats errants? Merci. Qui s'abstient? Très bien. Délibération approuvée à l'unanimité. Je vous remercie. Convention de prise en charge financière de la destruction des nids de frelons asiatiques venus par bateau. Alors, devant l'invasion du territoire par le frelon asiatique et le danger qu'il représente pour les populations des abeilles, la communauté de communes propose de répartir avec les communes donc des Vals du Dauphiné les 50% du coût de la destruction des nids désormais non pris en charge par le département. Il convient d'autoriser le maire à signer la convention avec le GDS de l'Isère. Monsieur le maire informe que le frelon asiatique, devenant de plus en plus présent en Isère et sur le territoire notamment de la commune des Vals du Dauphiné, constitue une triple menace sanitaire et humaine pour la biodiversité et un impact négatif pour l'apiculture. En 2022, 86 nids ont été détruits sur le territoire, sur les 111 répertoriés, contre 21 nids détruits en 2021 sur 27 répertoriés. Classé dans la liste des dangers sanitaires catégorie 2, le frelon asiatique est une espèce invasive qui se reproduit très rapidement, prédatrice de la biodiversité, impactant l'économie locale et pouvant être dangereuse pour l'homme dès lors qu'il y a profusion de nids. En Isère et en Auvergne-Rhône-Alpes, la lutte contre le frelon asiatique est coordonnée par le groupement de défense sanitaire, donc c'est avec eux qu'on conventionne, le GDS, organisme à vocation sanitaire qui centralise l'ensemble des signalements de nids dans le département via une plateforme qui sera à bien intégrer pour pouvoir informer la population, www.frelonasiatique au pluriel.fr. Bon, écoutez, on va rapidement à la participation financière. Le département qui s'engageait à participer à la destruction des nids à hauteur de 50% par nid depuis 2019. Afin de participer à cette action de destruction des nids sur le territoire et en complément de la prise en charge par le département de l'Isère, il est proposé au conseil municipal d'approuver la signature d'une convention de dispositif de lutte collective contre le frelon asiatique avec le GDS, Groupement de défense sanitaire de l'Isère, permettant un financement à hauteur de 25% du coût de la destruction des nids sur le territoire communal, et les 25% restants seront pris en charge par la communauté de communes des VDD, dans la limite de 5 000 € pour la totalité du territoire. Je pense qu'il est important de prendre cette délibération ensemble. Qui s'oppose à cette convention donc, de prise en charge financière de la destruction des nids de frelons asiatiques? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et puis nous allons pouvoir passer donc, à notre dernière délibération. Ce soir, ça fait déjà un an, hein, justement, qu'on avait tiré au sort nos jurés d'assises pour l'année à venir, les jurés d'assises 2023. Chaque année, donc avant l'été, il convient de tirer au sort sur la liste électorale 15 noms de personnes qui constitueront la liste préparatoire des jurés d'assises 2023. Pour que le tirage au sort soit validé, il faut que la personne ait entre 23 et 70 ans. Alors je vous rappelle, on va faire une enveloppe 1000, une enveloppe centaine, une enveloppe dizaine. Unité. Unité, dizaine, centaine. Et ligne. Voilà. Et donc on va partager, on va demander...
Au plus jeune de l'Assemblée, Loris. On va demander au moins jeune de l'Assemblée. Je n'oserais dire le prénom. On va demander au plus grand de l'Assemblée. Et à Pascal. C'est Hélène la moins jeune. Allez. Donc, je vous rappelle qu'il faut... Je dis quoi en premier? Centaines, dizaines, unités, lignes? Qui a les centaines? Allez. Qui a les dizaines? Qui a les unités? Et qui a la ligne? Allez, on va commencer tout de suite. Je vais vous demander de tirer la centaine. Zéro. La dizaine. L'unité. Et la ligne. T'as gagné. 0, 2, 2, 3. Alors, pardon, oups. En 1981, c'est ça? C'est bon, très bien. Caroline Barbier. Centaine, pardon. Dizaine. 1. 1. 6. 6. 1, 6, 7, 6. 1, 6, 7, 6. Facile. Et ben voilà. 70 ans, 57, on est bon. Parfait. Alain Drevon. Allez. Centaine. 5. Dizaine. 5, 9. 5, 9, 7. 4. 5, 9, 7, 4. 5, 9, 7, 4. Ça, c'est ce qui est à la télé, ça? 5, 9, 7, 4. 5, 9, 7, 4. C'est la ligne 1. D'accord. 5, 9, 7, 4. Rien ne vaut le papier. Ah bah oui. Et ben donc on n'a pas de 597. Allez, on recommence. La centaine. 3. Parfait. Dizaine. 3, 8. 3, 8, 3.
38 31. 383, ligne 1. 83. Ligne 1. Hugo Pascolini, 99, 24 ans. 23 ans révolus, quoi qu'il en soit. Très bien. Allez, centaines, pardon. 4. 453. 453, ligne 10. 453, ligne 5, pardon. 453, ligne 5. Bernard Seigle. 1964. Chemin de Corbière, la bâtie divise. Très bien, Bernard Seigle, très bien. Bravo. Allez, centaines. 2. 2. 2, 4. 2, 4, 1. Page 241, ligne 3. Ligne 3, Marion Perrine Granger. Non, 84, pas de souci. Allez, Cédrine Houry, qui est née en 76, donc pas de problème. Allez, centaines. 2. 0. Ah ouais. 14. 6. 2, 0, 6. 2, 0, 206, ligne 3. Gadou Charles, 32. Ah oui, là, quelques mois. Ouais. On recommence centaines. 1. Bah, on arrête pour le progrès. Page 16, ligne 2. Un chapeau. Un chapeau de main dans la pluie. 46, c'est pas bon. Allez, on recommence. Centaines. Dizaines. 0. Encore 6. Incroyable. T'en as remis 15. Ligne 100, page 106, ligne 4. Albert Châtelet, 64. Eh bien, très bien, Albert Châtelet, en 64.
Je le voyais plus vieux que ça. Allez, centaine. 2. 424, ligne 7. Clément Rennes est en 92, c'est parfait ça. Exactement. Allez, centaine. 8. Page 88, ligne 2. Alors, quelle date? 70 cette année. Bah, écoutez, c'est très bien. Eh ben, c'est parfait. Noël Campagna. Allez, centaine. 2. Page 223, ligne 1. Thierry, je l'adore. Thierry, je l'adore, né en 1963. Je l'adore, Thierry. Thierry, je l'adore. Je l'adore. Toi, Loris. 5. 3. Allez, 53, ligne 9. Hubert Blanchard, né en 64, chemin du Coin. Impeccable. Allez, centaine. 7. 169, ligne 7. 179. Ah, ça fait 7 et 9. Ça... Non. Bon, c'est vrai ça. Mose. Sandrine Ansel-Mose, née en 1972. Six. 69. Page 69, ligne 5. Allez, Sylvie Bourdon, née en 1975. Parfait. Allez, 100. 0. 306. Ligne 8. 306, ligne 8. 306, ligne 8. Romain Lehuy, né en 1997. Parfait.
Romain Lehu, né en 1997. Parfait. Allez, centaines. 314. Ligne 2. Page 314, ligne 2. Parfait. Julie Loison, née en 1995. Et donc, nous avons nos 15 noms. On va pouvoir les redire, peut-être. Caroline Barbier, Alain Drevon, Hugo Pasqualini, Bernard Seigle, Marion Granger, Cédrine Houry, Albert Châtelet, Clément Ray, Noël Campagna, Thierry Gelador. Non, ça ne se prononce pas. Hubert Blanchard, ça ne se prononce pas, je suis sûr. Sandrine Anselmoz, Sylvie Bourdon, Romain Lehu et Julie Loison. Ah, oh là là, putain, mauvaise perdante. Bon, eh bien écoutez, est-ce qu'il y a des questions? Donc on a pu terminer cette délibération par rapport au tirage au sort des jurys d'assises. Délibération, ça veut dire qu'on vote là ou pas sur la... Non, c'est OK, hein, très bien. Est-ce qu'il y a des questions diverses, peut-être? Conseil... Moi j'ai juste une info, oui. Ben. Chaque année, les DDEN organisent un concours et cette année, le thème était sur le sujet l'eau est un trésor à préserver et partager. Et 2 classes de l'école de la Bâtie-Divisin, donc les moyennes sections, grandes sections d'Isabelle et le cycle 3 de Fabienne ont obtenu le 4e prix qu'ils iront retirer aux archives départementales de Grenoble. Eh bien voilà, on peut se féliciter de cette information. Et samedi 17, kermesse des écoles des Abrets toute la journée. Et vendredi 23 juin, celle de l'école Marcel Carpiera à Fitilieu. Et le 30 juin, la Bâtie-Divisin. Ah oui, donc 17, 23, 30 juin. Ouais. Ben, on voit qu'il y a une vraie concertation, c'est bien. 3 semaines de travail. Le 17, c'est à Les Abrets. À 7h30, les parents sont conviés. Je le sais. Le 23, c'est à Fitilieu. Et le 30, c'est à la Bâtie-Divisin. Donc voilà, 3 semaines de kermesse scolaire. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions ou informations... Ah, Nathalie. C'était au niveau des horaires des déchetteries. Bon, je sais bien que ce n'est pas nous qui gérons, c'est le Cyclum. Mais il y a des gens qui se plaignent parce que c'est ouvert de 7h à 13h pendant les horaires d'été. Donc ils ont dit, s'il y a des dépôts sauvages, il ne faudra pas s'inquiéter non plus. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire ouvrir un après-midi le Cyclum, sur toutes ces déchetteries? En fait, il y a eu une révision des horaires des déchetteries. Et si on regarde toutes les déchetteries qui sont ouvertes sur le territoire, normalement, il y a un recouvrement, il n'y a pas de demi-journée qui sont complètement fermées. Par contre, effectivement, ça oblige à choisir une déchetterie dans laquelle on ne va pas forcément habituellement. Mais sur tout le territoire, parce qu'on avait soulevé le... Les Abrets, c'est déjà l'après-midi. Non, pas en horaire d'été. Les horaires d'été. Je suis sur le flyer des horaires d'été. Ah, alors, Pascal, dis-nous. Appuie sur le micro, Pascal. Pardon. Je suis sur le flyer des horaires d'été.
Donc, par exemple, les abrets en Dauphiné, le lundi de 13h30 à 17h30. Bon, effectivement, Fitilieu fermé, la bâtie, non, il n'y a pas. Bon, bref, mais déjà, ça fait déjà un après-midi. Bon, après, j'ai un smartphone, hein, c'est peut-être pas très grand non plus. Le mercredi, le Fitilieu, 13h30, 17h30, enfin, c'est toute la journée. Donc, ça fait... Bah, horaire d'été pour toutes les déchetteries, lundi fermé, mardi 7h30, 13h, mercredi 7h30, 13h. Attends. Jeudi 7h30, 13h. Vendredi 7h30, 13h. Heure d'été. Cycle déchetterie, heure d'été. Quelle année À partir du 12 juin. Alors, ça, c'est Ah bah alors attends, si je reçois un message le 8 juin 2023 avec un flyer de l'année dernière, il y a un problème. Ouais. Il y a un problème là. Je suis Bon. voilà. Voilà. Hein, 8 juin 2023, déchetterie. Alors, on peut, oui, on peut arriver à, on peut proposer, bah, parce que c'est historiquement pas la même zone. On peut. Un message que j'ai reçu cette semaine. Si, en effet, hein, les horaires d'été, ils avaient surtout vocation à lutter contre les grosses chaleurs, à plutôt correspondre aux besoins des personnes. Après, attention, on est quand même en horaire d'été ouvert le samedi matin. Par exemple, Ceux qui travaillent, ils travaillent tous les samedis matins ? Bon. Voilà. Fitilieu le mercredi. Bien sûr. Alors, pour renseignement, non mais comme ça, je vous demande, attendez, je vous demande d'être assez attentif pour qu'on soit bien clair dans ce que l'on dit avec ça, et notamment par rapport au service à l'administré. Donc, il se trouve que tous les matins, 7h, 13h, et notamment le samedi, il est possible éventuellement que certaines déchetteries ne soient jamais ouvertes l'après-midi, et c'est le cas pour celle de Fitilieu, par exemple. Voilà. Hormis à partir du 16 septembre où ça change, ça ferme à 13h tous les jours. Ça c'est quoi? C'est qui? C'est où ça? Chapelle de la Tour. Je sais pas. Hein. Alors c'est le Cyctum qui gère. Cyclum. Ouais, le Cyclum maintenant. Excusez-moi, j'avais oublié qu'on avait changé de t-shirt. Oui, donc en effet, certaines vont avoir des... Du 12 juin au 16 septembre 2020. Ouais. Alors, les nuisances olfactives et les fortes chaleurs. Bon, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur la véracité de cette proposition aujourd'hui, bien qu'il comble un large panel. Après, évidemment, une fois de plus, il y a des personnes qui vont être laissées un peu sur compte. Ce qui, je pense, est important surtout, est-ce que l'été, où on va rencontrer des problèmes l'été, c'est surtout sur la taille des haies, des arbres, enfin la taille des haies surtout, et pelouses et autres. Est-ce que le site de Passin, qui récupère les déchets, le broyat vert, lui est ouvert en permanence l'été? Parce que finalement, on peut aussi se dire qu'on va arriver à stocker nos cartons et nos pneus, par exemple, ou autres, pendant 3 mois l'été pour les jeter qu'à partir du mois de septembre, si on ne peut pas y aller avant. De toute façon, on ne va pas aller y jeter, on va pas aller y jeter dans un chemin. Celui qui dit ça, c'est... Enfin bref. Voilà, c'est pas très malin. Tout ce qui est taille et tonte, les haies quand même, tout ça, les gens ils y font quand ils sont en vacances, ils ne font pas quand ils sont au travail. Hein, donc, en tout cas, non, mais ces périodes-là, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que ça se fait, que les gens taillent leur haie et tout ça, et on est déjà en horaire d'été. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait que au moins le broyat soit à disposition pour ceux qui veulent porter. Et puis ensuite, pour ceux qui ne peuvent pas, je vous rappelle que la commune des Abrets, avec le Cyclum et grâce au Cyclum, met à disposition à titre pas cher, le broyeur
Voilà, qui permet eh ben justement de traiter à la parcelle. C'est gratuit même, c'est gratuit. C'est tellement pas cher que c'est gratuit. Quand c'est pas cher, il faut y aller. Et donc, qui permet de traiter à la parcelle. Alors en effet, il y a des incidences. C'est un choix qui a été fait par les élus. On pourra quand même leur signifier qu'on a eu la question au conseil municipal et que ça pose des contraintes à certains. Et peut-être surtout, j'ai envie de dire, aux professionnels finalement, qui même bien qu'ils payent, eh bien, ne peuvent pas y accéder et se retrouvent coincés dans les horaires. D'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses ou points d'information, comme il a été mis en évidence là, sur ces deux questions, sur cette question? Oui? Juste pour info, on n'a pas le droit de tailler les haies du 15 mars au 31 juillet. Enfin, je dis ça, je dis rien. On n'a pas le droit de tailler les haies au 15 mars au 31 juillet. Tiens donc. On va le dire à Franck Chevalès, qui soit vigilant aux haies taillées à cette période-là. Pour la nidification, on m'a alerté sur cette loi il y a peu. Écoutez, merci à toutes et à tous de votre attention. Bonne soirée à vous. Merci. Nat